Des fois, je me demande si je suis pas masochiste. Enfin, plus précisément, si j'ai pas été masochiste. Mais pas un peu, hein, pendant des décennies. Et dans cette vidéo, en fait, voilà, ce dont on va parler, c'est, je vais t'expliquer en détail pourquoi je ne vis plus en France, pourquoi je quitte la France, pourquoi j'ai commencé à quitter la France. Et cette vidéo, j'aimerais, en fait, la diviser en plusieurs parties. C'est un cheminement qui peut t'intéresser, mais c'est ce qui m'a réveillé. Pourquoi? Parce que moi, voilà, je me suis mis en mouvement, alors que ça faisait peut-être 2 décennies que j'avais les opportunités. Justement, qu'est-ce qui a fait que pendant 2 décennies, j'ai eu ce masochisme? Peut-être pas le bon mot, mais on va se comprendre. La révélation. Oh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça y est, je suis passé à l'action. Alors, bienvenue. Ici, tu te retrouves sur créer un second revenu. On parle de liberté financière et géographique, ce qui est quand même 2 concepts liés de manière assez profonde. Et puis, ici, je te partage mes expériences à la fois en investissement financier et puis mes expatriations, pour l'Estonie, le Portugal, déjà Bali, ça moi l'an dernier, et puis là, à nouveau. Alors, le réveil. Qu'est-ce qui a fait que moi j'en ai eu 63%. 63%, c'était il y a plus de 10 ans. En 2012, ma dernière année de salarié, du brut, ce que je coûte à l'entreprise, toutes les charges, le salaire complètement chargé, et après tout ce qui partait à l'État, une fois que j'avais récupéré mon salaire, 63% de ce que j'ai gagné chaque année est parti à l'État. Quand ce que tu gagnes, tu ne récupères qu'une partie minime, c'est-à-dire pratiquement un tiers, 2 tiers partent à une entité externe, c'est une personne morale, l'État, et un tiers ne revenant qu'à moi, je me suis senti comme une prostituée. C'est pas ce qu'elle paye à l'arnaque, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu et je te le partage. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, de payer autant à l'État. Je ne dis pas de payer à l'État, ce qui est pour moi normal, mais de payer autant. Est-ce que tu considères, toi, que pour 63% de ce que tu gagnes, tu as quelque chose de qualité en échange? Est-ce que ça vaut ce prix-là? Et est-ce que chaque année, la qualité n'est pas en train de baisser? Et on te prend de plus en plus. Bon, bref, 63%, moi, ça m'a scandalisé. Ensuite, on est des enfants de la crise, crise du pétrole, les années 70, depuis l'État, le monde occidental, tout ça. Mais du coup, ça amène des blocages perpétuels. Alors, je ne parle pas des manifestations de 68 qui étaient là pour faire tomber le président de l'époque et de faire tomber la position de la France au niveau mondial, puisque je te rappelle qu'à l'époque, le PIB par habitant en France était équivalent au PIB par habitant aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois que c'est 2 fois moins. Voilà. Le blocage de la France. Je ne parle pas du gilet jaune, je ne parle pas des agriculteurs qui sont des travailleurs et qui demandent juste à pouvoir vivre convenablement. Ce n'est pas des gens qui ont les gilets jaunes, au début en tout cas, ce n'est pas des gens qui demandaient à l'État de régler leurs problèmes. Oh non. Des gens qui disaient juste « essayer de vivre ». On a des blocages. Quand tu as des populations qui disent « laissez-nous vivre » et que le pays se bloque, là, on n'est pas pour des manifestations confortables. On n'est pas chez les paresseux de la SNCF, de la RATP, etc. Ou les dockers. J'en ai rencontré un il y a quelques semaines en Thaïlande. J'ai été choqué par son niveau de rémunération. C'est même plus choqué, je suis scandalisé. Je ne savais pas que c'est des gens qui gagnaient 2 fois mon salaire quand j'étais cadre chez Airbus. 2 fois mon salaire. Et là, c'était pas les cadres. D'accord? On a un pays qui marche à l'envers. Pays bloqué. Ensuite, ça fait plusieurs présidents de la République. Le premier qui m'en a fait prendre conscience, c'est pour qui travaille-t-il? Le souverain, je te rappelle, dans une démocratie comme la France, le souverain, c'est le peuple. La Constitution française, le souverain, c'est le peuple.
Le peuple a voté à un moment contre la Constitution européenne, que souverain, le roi souverain, a voté non. Le président qui a été élu quelques mois après a dit ben moi, je pense différemment. Oui, mais le président, il est là pour mettre en application la volonté du souverain. Ben non. Non, non, non. Donc, ce président-là, pour que travaille-t-il, je ne sais pas, mais en tout cas, la France ne s'améliore pas vraiment depuis qu'ils sont passés ou qu'ils sont toujours au pouvoir. Moi, ça ne me convient pas. Le classement économique, je te parlais tout à l'heure des États-Unis, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'arrivée de l'euro, donc ça fait une vingtaine d'années que, pareil, PIB par habitant des Français par rapport aux Allemands, dégringolade. Je suis aujourd'hui à Bali en Indonésie. L'Indonésie est en train de passer devant la France. Alors, c'est sûr qu'ils sont plus de 200 millions, 230 millions d'habitants, alors que la France est pas, me semble-t-il, dans les 60 ou 70 millions. Oui, c'est bien. Moi, j'ai aucun souci qu'un autre pays passe devant la France, mais est-ce qu'on n'a pas des avantages que l'on n'utilise pas en France et qui nous permettraient de garder une position sans piller le monde entier? Quand tu regardes aujourd'hui l'investissement qui a été fait sur l'énergie nucléaire, ce qui nous permettrait d'avoir une économie, une des meilleures économies européennes, ben non, 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 non. Ah, bref, déclassement de la France, pourquoi est-ce que je resterai en France dans un environnement toxique où les choses s'empirent de chaque année, alors qu'ici, ça fait 3 fois que je viens en Indonésie, les choses vont mieux chaque année. Ben, tu sais pas quoi? Ouais, j'aime bien cette énergie-là. C'est une énergie positive, ça me va bien. Et puis, vraiment, l'électrochoc, ça a été début 2020, les confinements. Assigné à domicile, tu te rappelles? À part que pour être assigné à domicile ou être enfermé, normalement dans un état de droit, il faut passer par un délit et donc une peine. J'ai considéré que j'ai été emprisonné sans délit, sans crime, mais sans vivre. Et là, c'est ce que j'appelle, c'est ce qui m'est venu à l'époque, l'effet pain de savon. Tu sais, tu prends un savon, tu le passes sous l'eau et tu le forces comme ça. Pain de savon, force dans la main. À un moment, il a trouvé entre les doigts, il a trouvé un espace et il va partir à toute vitesse. Ben, c'est ça. Depuis la sortie du confinement, votre serviteur, Jérôme, eh ben, c'est un pain de savon mouillé qui a dit hors de question que je reste dans un pays comme celui-là qui m'oblige à rester à domicile. Et je peux te dire qu'on est là risé dans le monde entier. Quand je parle ici eh ben, des auto-attestations qu'on avait à faire en France, le monde, voilà, possible, c'est une blague, je blague. Jérôme, tu blagues? Are you kidding? Non, non, je ne rigole pas. Ça s'est vraiment passé. Bon, bref, ça c'est le révèle. Question que je voudrais te poser, c'est toi, comment tu vois la situation de la France? Est-ce que je suis complètement éberlué ou éberlué? Est-ce que je suis un imbécile? Est-ce que je suis déconnecté de la réalité? Ou est-ce que tu penses, toi aussi, qu'il y a des choses qui vont mal en France et que, je ne dis pas qu'il faudrait les améliorer, ça je ne pas perdre mon temps à améliorer des choses qui sont en dehors de ma sphère d'influence. Mais en tout cas, j'ai fait le choix, du coup, de quitter la France pour prendre la responsabilité d'un meilleur avenir, d'actions que je peux poser pour créer ma vie idéale. Voilà. Ah, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? En fait, quand je suis sorti de mes études, j'avais un ami qui était installé au Vietnam, qui est installé là-bas pour Decathlon, tout le sourcing pour faire fabriquer là-bas. Et il m'a dit, mais Jérôme, tu viens, je t'héberge, je t'essaie de trouver des opportunités, mais viens. Et en fait, moi, j'étais rempli de peur, la peur de l'inconnu, la volonté de vouloir te maîtriser. Je ne pouvais pas maîtriser à distance, je ne pouvais pas trouver une entreprise, parce qu'à l'époque, vraiment, j'étais en mode salarié, j'ai sorti une école de commerce. Et donc, pour moi, c'était, je pars là-bas, mais il me faut un contrat de travail. Bon, j'étais quand même déconnecté de la réalité possible de l'expatriation. Et j'étais rempli de peur. C'était comme ça. J'ai bien évolué depuis, heureusement. Je voulais tout calculer, je voulais tout maîtriser. Et du coup, plus je calculais, plus il y avait d'inconnus. C'est quand tu t'intéresses à quelque chose, plus tu vas découvrir de choses qu'il faut... plus l'environnement. Plus tu creuses un sujet, plus tu te rends compte que ce sujet, il y avait des choses que tu ne savais pas avant, que tu comprends. Il y a des nouvelles choses que tu ne connais pas. Ah ouais, mais en fait, ça, je ne savais pas que ça existait, mais je ne maîtrise pas. Donc, c'était un cercle vicieux qui m'a empêché
de partir à l'étranger, alors que c'était une volonté forte. J'en parlais juste après, qui était liée en fait à ce qu'on nous avait demandé à faire en tant qu'étudiant. Ok, donc je n'étais pas passé à là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi des craintes. J'ai marqué la France n'est pas le monde. Si tu regardes aujourd'hui les médias français, enfin aujourd'hui même depuis 10 ans, 20 ans, les reportages, ils sont là pour faire de l'audience. Quand un reportage va te parler des Français qui vivent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, nécessairement à un moment, le journaliste, on lui demande de relever et vraiment d'appuyer sur les côtés négatifs de la vie des Français à l'international. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire de l'audience. Et qu'il n'y a rien de mieux pour faire de l'audience que de faire peur, que de parler de violence, que de parler de sexe, etc. Des choses, en fait, dont on sait, que ce soit au niveau audio, visuel, presse écrite, ça fait vendre. Ok ? Donc, c'est des reportages qui sont biaisés. Ils n'ont pas là pour t'informer. Et le problème, c'est qu'au début, avant Internet, donc maintenant, j'ai fini mes études, j'étais déjà avec Internet. Mais en tout cas, c'est en regardant ces médias-là, il faut le savoir que ce n'est pas une question de patriotisme, c'est leur business model. Et puis, c'est sûr qu'on nous dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Jérôme, pourquoi tu veux partir ? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oui, à part que si c'est ce que je recherche, de ne pas marcher sur de l'herbe brûlée l'été en Provence, mais de marcher sur du Kipugno, du Santa Ana, dans un pays tropical où tu n'as pas besoin d'arroser et tu as des matelas d'herbe comme ça, oui, elle n'est pas plus verte. Oui, mais ils n'ont pas besoin de l'arroser. Mon exemple, c'était sécher en Provence. Je suis un peu trompé sur mon exemple. Il était un peu pourri, mon exemple. Mais en fait, si à un moment, depuis mes études, je sentais que la vie à l'international m'intéressait, pourquoi est-ce que je suis resté sur ces phrases, Jérôme, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Ouais, mais c'est cette herbe-là, moi, que je veux. Qu'elle soit plus verte ou moins verte, qu'elle soit différente. Ce que je veux, c'est cette herbe-là. Je parle de marcher dessus, pas dessus. Alors, la révélation, ça a commencé en tant qu'étudiant. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux et pendant ces 3 ans, on nous demandait de vivre 2 mois à l'étranger. 2 mois entre la première et la deuxième année, on me demandait de faire un stage dans une entreprise européenne. Donc, j'ai passé 2 mois en Autriche, à Salzbourg. Magnifique. En 2 mois, j'ai appris l'allemand. En 2 mois, j'ai appris l'allemand. C'est assez finalement quand tu es baigné dans une vie où tu n'as pas d'autre choix parce qu'on ne parle pas français et puis l'entreprise où j'étais, il n'y avait pas grand monde qui parlait anglais à l'époque. J'ai appris l'allemand. J'ai découvert mon environnement et Salzbourg et les alentours, c'est splendide. J'avais une copine qui était à Munich, j'ai dû aller peut-être 3 fois à Munich. C'était génial, l'exploration, qui est une de mes valeurs très fortes. Et puis entre la deuxième et la troisième année, on m'a demandé de partir aux États-Unis. Ça faisait 15 ans que j'apprenais l'anglais dans un système scolaire français catastrophique. Je sais, quand je suis arrivé au début aux États-Unis, j'étais incapable de faire 3 phrases d'affilée. Au bout de 10 jours, au bout d'une semaine, 10 jours, je rêvais en anglais parce que j'étais baigné dans cet environnement. La connexion à l'esprit américain, il faudrait qu'un jour je vous raconte, l'étudiante américaine qui nous accompagnait, les leçons de vie qu'elle nous donnait. Voilà, le fait que c'est pas que l'herbe, elle est plus verte, si je reprends l'expression d'avant, elle est différente. Ils ont un état d'esprit différent aux États-Unis, il y a un état d'esprit différent en Indonésie. Et qu'est-ce que ça fait du bien, ça t'ouvre l'esprit. Donc, pour moi, c'était mes premiers voyages. Quand je suis parti en Autriche, que je connaissais personne en arrivant. Aux États-Unis, c'était un peu différent, un peu étudiant. Et du coup, ça m'a amené à vivre ces premières expériences. Ensuite, grâce à des formations, grâce à des mentors, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient à l'étranger, qui partageaient leur expérience comme aujourd'hui. Moi, je peux te partager des morceaux d'expérience comme ça à l'étranger. Et ça m'a permis de comprendre, c'est ce que je veux te reverser, que c'est possible, que c'est pas plus compliqué que de prendre un sac à dos petit, un sac à dos de 40 litres, c'est ce que j'ai. Sac à dos de 40 litres, c'est un petit sac à dos où je mets mon ordinateur, un billet d'avion, et puis tu pars à l'autre bout du monde avec un passeport français. Tu peux rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans plus de complications que cela. Ensuite, quelque chose que j'ai appris ces dernières années, qu'on nous a mal appris finalement en tant qu'étudiant en France, c'est la perfection. Il n'y a rien de plus fainéant, c'est pas facile. Il n'y a rien de plus bloquant. En France, on nous apprend à voir ça sur 20.
Voilà, ça c'est t'as 20 sur 20 quand tout est OK. T'as fait une faute, on t'enlève un point. T'as fait 10 fautes, on t'enlève 10 points. C'est pas bien. Or, en fait, c'est par les fautes que l'on apprend. Quand tu vas à l'étranger, ou même en France, quand tu es entrepreneur, faire est mieux que parfait. Faire est mieux que pas faire. C'est important de passer à l'action, d'expérimenter, de partir quelques semaines à l'étranger. Peut-être au début, juste en Europe, avec le train, une voiture, tu changes de frontière, tu vas dans le pays d'à côté. Et c'est OK de mal avoir préparé ton voyage parce que ce que tu vas vivre te permettra le voyage d'après de faire mieux. Tu vas apprendre beaucoup de choses rien qu'en faisant un petit voyage touristique. Ensuite, par les groupes Facebook, alors attention, le groupe Facebook, c'est un avantage, un inconvénient, mais par les groupes Facebook, tu vas pouvoir te connecter à des locaux, à des expats sur place. Tu vas pouvoir récupérer beaucoup d'informations. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont énormes pour pouvoir trouver de la donnée et te connecter à des personnes. Là où je dis faire attention, c'est, je vois l'an dernier, quand je suis venu ici à Bali, je me suis connecté sur des groupes, posé des questions, je me faisais insulter parce que je demandais s'il y avait un docteur qui parlait français. Je me suis fait insulter en disant, mais si tu sais pas parler français, rentre chez toi. Bon, voilà. D'autres personnes qui m'ont dit, non, mais si tu parles anglais, ça se passera très bien. Oui, je parle anglais, voilà. C'est-à-dire que, voilà, faites attention au groupe Facebook, ces gens-là, laissez-les vous insulter, n'ayez pas d'écho. De toute façon, ils sont fait recadrer par le responsable du groupe, et puis je ne les ai plus trop vus, pas trop suivis. Donc voilà, attention à qui vous connectez, comme ça, il y a des imbéciles de partout. Ensuite, il n'y a pas de pression à avoir. C'est pas parce que vous allez partir pour plusieurs mois, on va se tutoyer, c'est pas parce que tu vas partir pour plusieurs mois, voire 1 an ou 2 ans, qu'il faut trop préparer à l'avance. Tu peux vivre plusieurs mois par année à l'étranger et rester domicilié en France. La domiciliation, c'est vraiment quand tu as décidé de ton futur plan de base, donc ça ne va pas tarder pour moi. Je suis 3 mois à Bali, je vais aller à différents endroits pour me dire, bon maintenant, je vais choisir l'an dernier Bali, maintenant il faut que je trouve l'endroit à Bali où est-ce que je vais m'installer, vivre 1 an ou 2, et puis d'ici la fin de l'année, je vais revenir, je vais m'installer, et là se posera la question de la domiciliation fiscale, mais pas avant. Ensuite, ce que je disais, c'est par quelques semaines, voire quelques mois, avec un visa touristique, et peut rester 2 mois en Indonésie, 2 mois. Tu peux rester entre 2 mois et 6 mois en Indonésie. Tu peux rester que 2 mois, je crois, en Thaïlande. Tu peux rester 3 mois. En Asie du Sud-Est, tu peux rester entre 2 et 3 mois. Voilà. En général, c'est souvent ça. C'est entre 1 et 3, voire 6 mois. Donc, pas besoin de trop préparer les choses avec un visa d'arrival. Tu peux tamponner le visa quand tu arrives à l'aéroport. Renseigne-toi quand même, certains pays où il peut falloir préparer avant, mais petite recherche et puis tu prépares très facilement de manière très légère et tu pars pour quelques semaines, tu pars pour quelques mois. Tu expérimentes, tu vas te connecter à des gens qui ont déjà fait l'expérience, qui sont déjà là et qui vont te dire les difficultés, ou surtout la vie qu'ils vivent. S'ils sont restés là, ça veut dire qu'ils nous apprécient, et tu vas pouvoir te connecter à leur énergie, tu vas pouvoir te connecter, contrairement au reportage sur M6 ou TF1 où on est là pour te faire peur, les gens qui sont restés là, ils vivent leur vie idéale. Donc, si une fois tu veux être alimenté avec les choses positives, de belles expériences, c'est ces gens-là avec qui tu dois te connecter. Ensuite, tu peux aussi travailler ta vision. Moi, dans ma vision, dans mon monde idéal, ma vie idéale, c'est une vie où tous les jours, je vis pieds nus, où tous les jours, je vis en polo ou en t-shirt, où tous les jours, je peux me baigner dans une piscine à l'extérieur, voire pratiquer un sport nautique. Et donc, bien entendu, que mon choix s'est porté sur des pays tropicaux, parce que j'ai travaillé cette vision. Et après, je suis allé expérimenter, je suis allé voyager. Et puis, j'ai affiné ma vision en disant, ouais, finalement, c'est plutôt les pas, etc. Donc, pars, expérimente, affine, et puis en 2-3 ans, peut-être moins que ça, tu auras décidé du pays dans lequel tu veux partir. Et là, tu mettras les choses en place. Donc, j'ai fait ça il y a 3 ans. Je suis parti en Estonie. L'Estonie, je me suis rendu compte que c'était un paradis administratif. C'est pas spécialement un paradis fiscal, mais la fiscalité est beaucoup plus douce. Donc, en France, merci l'Europe, merci les impôts des Français d'ailleurs. Hein. Si l'Estonie aujourd'hui est un pays avec toutes ses infrastructures, c'est grâce aux Français et aux Allemands qui payent autant à l'Europe. Hein. Ces pays sans l'Europe n'existeraient plus. Hein.
Mais n'empêche que c'est un paradis administratif. Quand en France, je mets une journée pour déclarer mes revenus, c'était quelques années, oui, les revenus boursiers aux États-Unis, c'est très compliqué. Même les impôts en France, ils m'ont dit, écoutez, faites au mieux. Bon, en Estonie, ça m'a duré un quart d'heure. Un quart d'heure. Paradis administratif, très simple. Après, je suis allé au Portugal, qui est un paradis pour les digital nomades, les expats en Europe. Enfin, un paradis par rapport à moi, c'est-à-dire que je suis allé en automne, début d'hiver, avec un climat très doux, entre 15 et 25 degrés les journées. Donc, ouais, des fois un manteau, mais en tout cas, tous les jours, j'allais me balader sur la plage. Des plages magnifiques au sud du Portugal, en Côte d'Algarve. Les pieds dans l'eau, même en plein hiver, même quand il faisait 15 degrés, 10 degrés à l'extérieur, les rares journées où il a fait vraiment très froid. Et de toute façon, l'eau, on est toujours autour de 15 ou 7 degrés, je crois. Bon, voilà. Ce que je peux partager, mais là, je ne voudrais pas trop prendre. Depuis là, maintenant, je suis à Bali, pays tropical. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu veux aller plus loin, c'est l'idéal. Regarde dans la description, il y a des formations avec des codes promo. Regarde l'information, en fait, par rapport à tout ce que j'ai mis en place au niveau des finances personnelles pour me financer cette vie idéale depuis 3 ans, pour financer ma vie d'expatrié, de digital nomade ici à Bali. Et puis, je t'invite à regarder si tu as une playlist créée à ce moment-là. Et puis là, tu as une vidéo. Normalement, je pense, devrait beaucoup t'intéresser. Salut, à la prochaine.